Maintenant, nous allons commencer le rendez-vous avec Pierre Lessard. C'est un rendez-vous hebdomadaire qui a pour but d'apporter des réponses ou des pistes de réponses quant à vos questionnements sur votre parcours évolutif, parcours spirituel, parcours vers le mieux-être. Tout le monde cherche à se sentir mieux, plus en équilibre, plus en harmonie, mieux dans sa peau, mieux dans son environnement, mieux dans ses relations. Quelquefois, il y a des écueils, des difficultés. Alors, le but, c'est de parler de ça. Je vous rappelle que les questions que vous posez dans le chat et qui commencent par un ou plusieurs points d'interrogation pour que je puisse les déceler, sont des questions qui concernent votre parcours. Mes réponses tentent de pouvoir apporter un éclairage vraiment à tous, non pas pour une personne, mais à tous. Donc, c'est de rendre ça plus vaste. Maintenant, ce n'est pas une rencontre pour répondre à des questions sur qu'est-ce que dit l'un, qu'est-ce que dit l'autre et qu'est-ce que signifie ceci ou cela. Ce n'est pas une rencontre sur des connaissances spirituelles ou des rituels ou ce qu'a dit un ou l'autre. C'est une rencontre pour aider les gens sur leur parcours. Alors, je vous invite à poser des questions dans ce sens. Et moi, de mon côté, je vais faire en sorte que chaque question, j'essaie d'apporter une réponse qui en sert plusieurs. Voilà, de façon toute simple et toute humble. Donc, vos questions dans le chat, commencez par des points d'interrogation, terminez par des points d'interrogation, et puis la rediffusion sera à partir de demain aussi sur le site de symphonie.life. Là, je vois des questions qui sont très, très, très longues. Alors, vous allez faire fuir la moitié des gens. Faites des questions les plus courtes possibles. Merci. Donc, je retourne un peu en arrière pour voir vos questions. Et je commence avec la question de Véronique. Si jamais je saute une question, n'hésitez pas de la remettre parce que la bande passe comme ça rapidement. Et des fois, je perds le fil des questions qui étaient très, très loin. Alors, Véronique nous dit, j'ai l'impression d'avoir un cœur bloqué. Comment puis-je l'ouvrir davantage? Eh bien, votre cœur n'est pas bloqué. Par contre, vous pouvez sentir quelquefois qu'il est enfermé et qu'il est coincé. Alors, ça commence par s'aimer soi-même. Eh bien, évidemment, on a tous appris à aimer les autres. Et bien sûr, c'est extraordinaire, l'altruisme, l'amour des autres. Toutefois, ce que j'observe, c'est que plus on va s'aimer soi-même, plus on va aimer l'être en nous, et plus l'amour vers l'extérieur des autres et des autres formes de vie devient naturel et sans attente. Alors maintenant, les gens ont souvent de la difficulté à s'aimer eux-mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils observent, qu'ils voient ou qu'ils sentent des aspects d'eux qui ont des difficultés. Donc, ce que j'ai dit au début dans la guidance de l'Uni pour l'humanité, c'est que vos blessures, vos peurs, vos croyances, vos soucis, vos tracas ne sont pas vous. Ils font partie d'une structure qu'on appelle le personnage, la personnalité, le moi de survie, et qui est l'image que vous avez de vous. Or, c'est un aspect qui est normal que tout à coup d'avoir des expériences qui sont plus difficiles, qui vont entraîner des peurs, et les peurs vont conditionner des réactions. Et quelquefois, nos réactions en termes de pensée, d'état ou de comportement ne sont pas ce que l'être d'amour en nous voudrait. Et donc là, il y a tout un phénomène de jugement, de non-amour de soi. Alors, je le redis parce que c'est important. Une personne vit une expérience. De cette expérience, elle peut se sentir blessée. Si elle est blessée, elle a peur d'être blessée à nouveau. Et ça construit tout à coup une façon d'être, une façon de penser, une façon donc de réagir avec des états, des attitudes, des comportements. Et cette façon de réagir, pour certains, c'est une fuite, pour d'autres, c'est une façon plus agressive. Chacun développe ses façons. Or, quand il s'agit de réactions, donc conditionnées, programmées à partir des blessures, souvent les individus ont vraiment une partie très amoureuse, très lumineuse en eux,
qui aiment pas ça, donc ils viennent qu'à avoir de la difficulté à s'aimer. Une personne va avoir de la difficulté à aimer sa timidité, l'autre va avoir de la difficulté à aimer son intolérance, l'autre va avoir de la difficulté à aimer son impatience. Et souvent, il y a plusieurs aspects, ça fait que la personne n'est qu'à avoir de la difficulté à s'aimer. Et donc, face aux autres, il y a des attentes dans l'amour. Alors, comment débloquer? Quand vous dites c'est bloqué, c'est quelquefois emprisonné. Commencez par aimer la partie de vous qui veut aimer. Vous voulez aimer. Vous voulez être en harmonie. Vous voulez être en équilibre. Eh bien, cette partie, c'est la partie vraie. Commencez par aimer vraiment le fait que vous tentiez d'être de plus en plus vous-même. Aimez le fait que vous tentez d'être heureuse. Aimez le fait que vous tentez d'être en paix. Aimez le fait que vous tentez d'être le meilleur de vous-même, même si la personne n'y arrive pas. Aimez le fait que vous tentez de le faire. C'est tout comme si je vous disais, quelqu'un tente de monter une montagne pour atteindre le sommet. Et sur le parcours, elle trébuche. Par moments, elle glisse et elle se salit. À d'autres moments, elle regarde pas devant elle et heurte un arbre. Et là, elle se met à se regarder et elle n'aime pas le fait qu'elle a tombé, elle n'aime pas le fait qu'elle s'est salie, elle n'aime pas le fait qu'elle a frappé un arbre. Donc, elle se met à se juger. Et moi, je dis, aimez votre envie de monter la montagne, aimez le fait que vous soyez sur le parcours, ne focalisez pas sur le fait que, par exemple, vous n'étiez pas présent, vous avez heurté quelqu'un. Dites-vous que vous faites de plus en plus, à chaque jour, de votre mieux, un peu mieux chaque jour, et que vous aimez votre parcours, et que vous aimez votre envie que tout soit calme et en harmonie. Aimez le fait que vous tentez d'aller vraiment sur votre voie. Vous allez commencer à vous aimer. Aimez aussi vos qualités. Vous vous rendez compte sur le parcours, sur la montagne, que tout de même, il y a dans vous une personne calme et vous aimez le calme, vous aimez ceci, vous aimez cela. Parce qu'on est tous différents, on a des qualités qui quelquefois se ressemblent et des qualités qui sont différentes. Commencez à nommer vos qualités et commencez à aimer vos qualités sans les comparer à qui que ce soit. Parce que quand vous découvrez une qualité, par exemple, vous vous rendez compte que vous aimez votre patience. Mais plusieurs, quand ils commencent à aimer, par exemple, leur patience ou une autre qualité, ils se rendent compte qu'il y a des gens beaucoup plus patients qu'eux. Et là, ça diminue. Ne vous comparez pas. Vous avez un ensemble de qualités qui est le vôtre et aimez-vous dans cela. Et plus vous vous aimez, plus vous allez vous rendre compte que vous vous libérez de vos attentes envers les autres et vous pouvez les aimer tels qu'ils sont. Et là, vous allez sentir votre cœur vibrer de plus en plus. Voilà, une longue réponse, Véronique, mais qui se veut être orientée pour tous aussi, parce que c'est important de pas à pas faire en sorte que nos cœurs vibrent de plus en plus. Carole nous dit, avant Carole, voilà, je m'excuse, n'oubliez pas vos points d'interrogation, parce que sinon je perds vos questions. Y aurait-il 3 jours de ténèbres? Eh bien, cela, ça fait pas partie de nos processus. Je vais répondre à ça parce que depuis une semaine, j'entends parler de ça continuellement. 3 jours d'obscurité, 3 jours de ténèbres. Et je veux dire d'abord que ce n'est pas moi, ni mes guides, qui ont parlé de 3 jours d'obscurité. Donc, les questions me viennent, comment, pourquoi, quand, etc. Je n'ai pas parlé de ça, je n'ai pas endossé ça. Il y a des gens que je connais qui l'ont fait et je n'ai aucun jugement là-dessus. Toutefois, ce que je peux vous dire, moi, c'est que quand je regarde actuellement, d'une part, la guerre qui se passe en Ukraine, qui perdure maintenant, ça fait 1 mois. Quand je regarde ce qui se passe en Afghanistan, quand je regarde ce qui se passe au Yémen, quand je regarde encore tous les êtres humains qui souffrent de faim et de soif, tous les enfants qui sont abandonnés, quand je regarde toute la violence qui se passe dans le monde, quand je regarde encore toute la violence qu'il y a dans les films, un peu partout, quand je regarde notre humanité comme ça, je me dis, là, on vit quelque chose de l'ordre de l'obscurité et c'est à nous d'éclairer cela. On a des changements à faire importants. Et s'il n'y a pas de violence en vous, s'il n'y a pas de haine, eh bien, profitez-en pour continuellement exprimer par
vos pensées, vos états, vos attitudes, vos regards, vos paroles, vos gestes, émanez la paix, émanez la lumière, émanez l'amour, parce que pour moi, actuellement, cette guerre qui survient, alors qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est pas la seule. On met notre attention là-dessus pour différentes raisons, bien sûr. Elle nous semble horrible, elle nous semble avoir un non-sens, mais d'autres choses qui se passent dans le monde. J'ai parlé de l'Afghanistan, je parle du Yémen, ce qui se passe en Afrique, au Soudan, etc. depuis longtemps. Eh bien, ça n'a pas de sens non plus. Et l'inéquité dans le monde ne fait pas de sens. Il y a eu une tuerie là dans le monde musulman, là, des gens qui, par exemple, mettre à mort dans certains pays des gays parce qu'ils sont gays. Eh bien, pour moi, ça représente les 3 jours de ténèbres. Qu'est-ce que j'ai parlé pendant 3 jours de ténèbres? Ce que je veux dire, c'est que 3, c'est un nombre symbolique. C'est un nombre symbolique qui contient l'homme, la femme, et puis la trilogie, âme, corps, esprit. Et donc, 3, c'est un symbole, puis l'obscurité, ça représente l'ombre. Je trouve qu'il y a de l'ombre et c'est à chacun d'entre nous à laisser émaner sa lumière pour dissiper cela. C'est ma façon d'entendre ce que vous me dites et je ne sens pas qu'on aura 3 jours d'obscurité physique, bien que ce soit possible, parce qu'à tout moment, il peut passer un astéroïde, il peut passer quelque chose, il peut y avoir des, comment on appelle ça, des satellites qui mal fonctionnent, il peut y avoir toutes sortes de choses au niveau des ondes qui font en sorte qu'il y a des bris électroniques et électriques qui sont globales. On a vu, par exemple, des bris quelquefois dans un pays total pendant quelques minutes ou quelques heures. Donc, c'est possible sur la Terre. Toutefois, ce qui est important, là, que l'électronique s'arrête pour un moment, ça va créer beaucoup de déséquilibre. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse nous émaner pour dissoudre l'ombre. L'ombre, c'est ça qui amène vraiment une obscurité, la guerre et toute l'inéquité. Voilà. Alors, c'est comme ça que je vois la chose. Mais je n'ai pas parlé jamais de 3 jours d'obscurité physique. Carole, je suis en processus de vente de maison et de déménagement. J'ai de la difficulté à saisir mes priorités. Comment les saisir? Eh bien, vos priorités se placent en fonction de qui vous êtes, de votre orientation et de vos buts. Alors, ça, c'est important et votre question est intéressante. Au-delà pour vous, c'est maison déménagement, pour un autre, c'est d'autres éléments, c'est la santé versus ceci, cela. Eh bien, ce qui est important, c'est d'avoir une orientation en termes de qu'est-ce que vous voulez déployer dans votre vie. Alors, il s'agit donc d'y donner un sens, de dire, on est tous des créateurs à votre façon. À quoi voulez-vous collaborer? On pourrait dire ça comme ça. À quoi voulez-vous collaborer? Alors, chacun collabore à sa façon. Quelqu'un qui est un architecte collabore à créer des environnements de vie plus harmonieux. Quelqu'un qui est un charpentier collabore à créer des meubles qui facilitent la vie. Quelqu'un qui offre des soins collabore au mieux-être. Donc, chacun collabore. Pour moi, tous les êtres humains de tous les métiers collaborent. Si on est un éboueur, si on ramasse les déchets, on collabore vraiment à la santé en mettant vraiment des villes plus propres, etc. Donc, quelle est l'orientation dans laquelle vous voulez collaborer? Quelle est votre vie, votre œuvre? Ça, c'est important. 1. 2. Quel est votre but? Que voulez-vous atteindre? Là, vous pouvez dire à long terme, à moyen terme et à court terme. Donc, en fonction de là où vous voulez aller, votre orientation ou ce que vous voulez, à quoi vous voulez collaborer et où vous allez trouver vos priorités. Vous allez trouver vos priorités. Est-ce que déménager est une priorité? Eh bien, pour certains d'entre vous, non, bien sûr. Peut-être que pour vous, en fonction de ce à quoi vous voulez collaborer et où vous voulez aller, c'est une priorité. Alors, les priorités s'établissent en fonction toujours de votre voie et votre but. Voilà comment s'en démêler.
Colette nous dit, j'ai de la difficulté avec la culpabilité car durant les méditations, on parle de l'Ukraine et heureusement de tous les dirigeants. Mais le fait de ne pas parler des autres guerres existantes telles qu'en Afghanistan, je bloque et me sens tout coincé et triste. Je ne sais pas comment être plus compassion sans ce sentiment. J'aimerais un petit truc. Ben, en fait, je vous comprends, Colette. C'est pourquoi je dis à chacune de nos rencontres, il y a une cible, mais c'est uni pour l'humanité. Donc, je commence avec l'Ukraine, je continue avec leurs dirigeants parce que là, il y a une guerre qui attire toute l'attention. À la suite de ça, j'invite tous les autres dirigeants et puis je continue en disant Emmanuel pour la paix dans le monde, partout dans le monde. Et je viens juste de parler de l'Afghanistan, de parler du Yémen, de parler de d'autres pays. Je suis tout à fait conscient de ça et c'est pas parce que on met notre attention là-dessus qu'il y a que ça. Et je me rends compte que quelquefois, et beaucoup en Amérique, un peu moins en Europe, je me rends compte que les journaux, les médias sont centrés sur une difficulté pendant un certain temps, et puis après ça, on passe à autre chose en oubliant, même si c'est pas réglé. Alors, ça, c'est important. L'Afghanistan, c'est pas réglé. Et il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont pas réglées et qui sont aussi horribles que ce qui se passe en Ukraine. Bon, un n'enlève pas l'autre. Alors, parce qu'actuellement, l'Ukraine est un élément, c'est vraiment exacerbé. Pourquoi? Parce qu'un faux pas, et c'est la guerre mondiale, c'est la troisième guerre mondiale. Et donc, c'est majeur. Alors, c'est pour ça que tout le monde est tendu par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on se place là-dessus. Mais en même temps, dans mes guidances pour Unis pour l'humanité, je continue de vous dire, on commence avec ça, et on élargit vers les enfants et vers toute l'humanité. Alors, ce que je vous propose, c'est si pour vous, vous êtes plus touché par l'Afghanistan ou si vous êtes touché par l'ensemble, eh bien, l'ensemble n'enlève pas le fait de émaner vers l'un, émaner vers l'autre, émaner vers l'autre. Si, par exemple, vous pouvez projeter vers l'Ukraine, projeter ensuite vers l'Afghanistan, projeter vers le Yémen. Et si moi, je le faisais, je finirais toujours par avoir quelqu'un qui me dit, mais t'as oublié, par exemple, Centrafrique, ou t'as oublié telle partie, par exemple, de la Chine qui est sous pression de son gouvernement. Alors, c'est sûr que, globalement, je veux dire l'humanité. Alors, on va parler des parties qui sont actuellement, qui attirent l'attention des gens pour que les gens ne se sentent pas impuissants. C'est ça qui est important. Alors, émaner vers tous les endroits et allez-y parce que notre lumière est infinie et en s'unissant, on a vraiment une grande puissance. Merci Colette de votre question. Rachel, un long propos, Rachel. Je vais essayer de lire ça très vite. Vous lisez avec moi le 7 février, je me suis levé avec le dos barré. Oui, ça diminue un peu de jour. Oui, vous m'avez écrit ça déjà. C'est le nerf sciatique qui a coincé. Il est toujours coincé depuis ce temps. C'est très douloureux. Je vous comprends. Et beaucoup de gens vous comprennent aussi. Vous êtes très fatigué. Vous devez vous coucher très tôt. L'impression de vivre une initiation 30 jours comme Jésus dans le désert. Écoutez, il y a tellement de gens qui peuvent vous comprendre. Rachel, je ne peux plus prendre mes marches, ni danser, ni faire ce que j'aime parce que ça fait trop mal. Je dois me reposer. En après-midi, je faisais le chant des voyelles, la respiration nasale, les clés énergétiques tout le matin et le dialogue avec les cellules. Alors bon, vous étiez très actif dans votre équilibre énergétique. Je dois ralentir. J'ai l'impression que je fais tout ça, que je fais tout pour m'en sortir, mais on dirait que ce n'est pas encore assez, puisque le corps ne se réétablit pas. Peut-être que j'en fais trop, je ne sais plus. Je suis tout mêlé, découragé. Ben, je vous comprends, Rachel. Écoutez. D'abord, quand le corps, comme ça, est en difficulté, il livre un message important. Donc, là, actuellement, une chose est certaine, vous avez vraiment à respecter votre corps et ne pas non plus entrer dans la douleur. Ça, c'est important de ne pas forcer la douleur. Donc, vos expériences énergétiques quotidiennes, vous pouvez les faire intérieurement. Par exemple, vous pouvez faire votre dialogue avec les cellules, vous pouvez faire votre processus d'équilibre énergétique, votre élévation de fréquence, vous les faites intérieurement. Alors, si par exemple, méditez dans une position qui faisait en sorte que vous étiez bien droite et trop douloureuse, vous pouvez méditer, allonger, si vous, dans la position qui est le plus confortable pour vous, si confort il peut y avoir. Je comprends bien. Donc, il y a une pratique et qui vous permet de vous sentir dans votre processus équilibré, naturel et spirituel qui peut avoir lieu. C'est-à-dire si, par exemple, c'est trop difficile de vous pencher pour aller toucher le sol, vous le faites vibratoirement.
Ensuite, il est important que vous puissiez, vous, œuvrer avec le dialogue avec les cellules, donc contacter votre corps pour qu'il vous transmette qu'est-ce que vous avez, par exemple, à reposer, à détendre, qu'est-ce que vous avez à transformer. Ensuite, très souvent, il y a besoin de repos à ce niveau-là. Et puis, on vous a diagnostiqué que c'était le nerf sciatique. Alors, vous voyez, il y a sûrement des gens qui peuvent vous accompagner physiquement dans des exercices qui sont progressifs, qui vont vous aider à retrouver une paix du corps. Alors, c'est important, Rachel. Donc, énergétiquement, spirituellement, faites votre processus à l'intérieur de vous pour ne pas forcer le corps. Et physiquement, vous aurez à faire ce que, par exemple, les physiothérapeutes vous suggèrent comme processus quotidien pour, sans forcer votre corps dans la douleur, mais en arriver à un soulagement. Alors ça, c'est important. Et on est tous avec vous là pour vous aider parce qu'il y a tellement de gens qui ont eu des problèmes de dos. Des fois, c'est le sciatique, des fois, c'est d'autres problèmes, et on sait que c'est douloureux. Capucine nous dit « Je suis prise d'angoisse inconsciemment, que puis-je faire pour éliminer cela ?» Donc, l'angoisse doit être rendue consciente puisque vous nous en parlez. Alors, pour éliminer l'angoisse, il faut bien comprendre que l'angoisse provient de la peur. Elle se manifeste aussi au niveau psychique par un mal-être. Elle se manifeste aussi très souvent au niveau physique par une oppression. L'oppression est soit au niveau de la poitrine, soit au niveau de la gorge, soit au niveau du front et des tempes, donc de la tête. Alors, quelques personnes, des fois, ont une oppression à un endroit, certains l'ont partout. Commencez par identifier là, où est-ce que vous sentez opprimé. Par exemple, à la poitrine, là, il faut avoir un peu de difficulté à respirer, le rythme cardiaque est changé. Alors, au niveau de l'angoisse, il y a des soins énergétiques que j'ai enseignés donc à des centaines d'énergéticiens pour aider à soulager l'angoisse. D'autre part, au niveau psychique, il y a tout un parcours aussi pour rencontrer la peur profonde qui génère l'angoisse. Donc, aller rencontrer, aller voir qu'est-ce qu'elle est, bien l'identifier. Quelquefois, je veux dire, symboliser cette peur profonde, et des fois par un objet pour comme amorcer un genre de dialogue. Demandez-lui qu'est-ce qu'elle veut vraiment vous dire, cette peur, alors pour pouvoir capter son message et transformer des éléments qu'il lui a transformés. Vous savez, la peur profonde, elle contient aussi un message, elle contient un enseignement, elle est un signe important. Il ne s'agit pas simplement de l'enlever, il s'agit de la rencontrer pour la transcender. Vous savez, entre fuir, dépasser, passer par-dessus, par en dessous, transcender signifie passer à travers. Passer à travers, ce n'est pas la supporter jusqu'à temps qu'elle puisse se dissoudre. Passer à travers, ça veut dire aller la rencontrer pour comprendre ce qu'elle a à nous transmettre. Qu'est-ce qui, en vous, génère cette peur, ou qu'est-ce que cette peur vous invite à transformer? Alors, il y a tout un processus que vous retrouvez dans Symphonie avec amour, là. Un processus, je pense, qui peut se vivre jour après jour pour transcender l'angoisse. Voilà. Et puis, souvent, l'angoisse va générer des états intensément de nervosité. C'est deux choses. En l'angoisse, la nervosité, c'est pas la même chose. Mais quelquefois, la détente du système nerveux va vous aider. Ce que je vous propose, c'est aller vivre le dialogue avec les cellules, et aller rencontrer à l'intérieur tout ce que votre aide vous propose de transformer pour transcender l'angoisse. Et puis, vivez aussi la détente du système nerveux si vous êtes nerveux. Comme je vous dis, avec l'angoisse, quelquefois, il y a la nervosité, quelquefois pas du tout. Alors, ces deux éléments-là que je vous transmets vous sont offerts. Vous allez les retrouver sur le site de symphonie.live. Vous déroulez la page et vers la fin, vous avez ces deux éléments-là qui vous sont offerts. Je vous suggère aussi
de méditer. Quelquefois, il y a des gens qui me disent que l'angoisse est tellement intense, ils sont tellement mal qu'ils n'arrivent pas à méditer, alors que d'autres disent que ça va leur faire du bien. Rappelez-vous une chose aussi, c'est que dans la détente peut être favorisée par des mouvements, des sons qui sont répétitifs. Alors, il peut y avoir un chant quelquefois qui vous calme, qui vous apaise. L'angoisse, c'est vraiment une forme de réaction d'urgence. Alors, vous pouvez faire un chant, vous pouvez faire des mouvements. Il y a des mouvements de danse ou de mouvements qui sont répétitifs, qui favorisent vraiment un meilleur état. Chez certaines personnes, ça va être le toucher de leur corps, certains types de massages. Voir, vous, dans votre relation avec vous-même, qu'est-ce qui favorise vraiment un état d'approfondissement et de détente profonde. Voilà. Michel nous dit comment faire pour rester stable dans son évolution spirituelle. Est-ce qu'on peut l'entendre de deux façons, Michel? Parce que l'évolution spirituelle en tant que telle, stable, vous, c'est-à-dire continuer votre parcours, mais l'évolution nous dit que c'est pas stable, justement. Un parcours d'évolution spirituelle, ça fait comme ça, comme le parcours de vie. C'est-à-dire que, par moments, on vit des épisodes dans lesquels on est très inspiré, il y a beaucoup de sensations, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'éclairage, et puis les gens vont me dire qu'ils sentent qu'ils sont dans une élévation continue, tout va bien, la méditation est expansive, et par moments, tout à coup, il y a beaucoup de turbulences. Les gens, tout à coup, il y a beaucoup de problèmes dans la vie et la personne sent qu'elle n'a pas fait le bon choix ou qu'elle a trébuché, qu'elle ne s'est pas exprimée comme elle voudrait s'exprimer, qu'elle a eu un moment d'impatience, un moment de peur, un moment de fuite. Et puis là, elle a l'impression que ça diminue. Ça diminue pas. Ce sont des expériences. Le parcours spirituel est un parcours expérientiel. S'il est vrai que plusieurs personnes le voient comme de l'accumulation de connaissances spirituelles, il n'en est pas. C'est-à-dire, il peut y avoir des connaissances qui arrivent progressivement, mais c'est surtout de l'expérience. L'expérience, donc il y a des situations, des expériences qui sont très enlevantes, très soulevantes, et il y a des expériences qui sont très provocantes. Et quelquefois, dans les expériences provocantes, une personne peut se sentir vraiment à côté de son parcours spirituel. Or, c'est quand vous êtes conscient que chaque expérience vous amène à être de plus en plus vous-même, que chaque expérience vous amène à saisir, sentir, comprendre quelque chose pour être un pas de plus dans votre voie et un pas de plus dans l'expression du meilleur de vous-même, que vous réalisez que vous êtes dans votre parcours spirituel. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Il y a des épisodes de vie où une personne ne se sent plus du tout dans son parcours spirituel, ne se sent pas stable, parce qu'il y a des moments où tout à coup, tout est un peu expansif, je dirais même euphorique dans la lumière, et d'autres périodes qui sont plus lourdes. Or, eh bien, le parcours spirituel est comme ça. La stabilité se situe en termes de regard sur soi, en termes d'observation. Donc, observez-vous, observez vos pensées, observez vos comportements, observez, est-ce que vous êtes dans l'action ou dans la réaction? Que ce soit des moments qui soient joyeux, expansifs, ou des moments qui sont plus contractés, plus difficiles, continuez d'être présent, d'être attentif, d'être observateur pour déceler le message des situations, pour ressentir qu'est-ce que vous avez à mettre en place. Votre stabilité est en termes de présence et d'observation. Parce que même la centration, quelquefois, elle peut varier en fonction des expériences qui sont plus enlevantes ou plus bousculantes. Donc, vous pouvez être très, très stable en termes d'évolution spirituelle, pourtant très instable dans les expériences. Alors, stabilité, ça veut dire que vous êtes en évolution et que vous êtes vraiment présent pour capter des expériences difficiles comme des expériences heureuses. Qu'est-ce qui vous
permet d'évoluer vers un mieux-être, vers de la paix, de la joie, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'unité. Bien comprendre qu'il y a des périodes apparemment qui sont belles, qui sont douces, dans lesquelles il y a vraiment, pour certains, il y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire que la personne se laisse couler et parce qu'il n'y a pas de difficulté, n'est pas présente elle-même, alors que d'autres, dans des périodes vraiment joyeuses et calmes, vont approfondir certains aspects. C'est important vraiment d'être là, présent à ce qu'on vit. Alors, j'espère que ça vous parle. Christina nous dit « Comment me libérer des jugements qui mènent à la séparation ?» Alors, vous parlez de vos jugements ou de jugements que vous ressentez sur vous? Ça serait important de préciser. Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, sous un angle spirituel, c'est que lorsque, par exemple, il y a des jugements, si vous êtes porté à juger certains états, certaines attitudes, certains comportements, si le jugement est souvent exprimé de vous, c'est souvent parce que vous avez tendance à vous juger. Alors, pour vraiment réduire jusqu'à dissoudre le jugement qui est projeté de vous vers l'extérieur, je vous invite tous à diminuer le jugement de vous-même en étant plus bienveillant, en comprenant que ce que vous jugez de vous sont quelquefois des comportements, des difficultés qui proviennent de vos blessures et qui sont associées au personnage. Alors, connectez-vous de plus en plus à l'être vrai, intériorisez-vous, repoussez un peu le personnage, la personnalité et soyez bienveillant vers vous-même, allez retrouver qui vous êtes, vos inspirations, vos aspirations, ce qui vous réjouit, ce que sont vos qualités. Ayez moins de jugement envers vous-même sur vos difficultés. Vous allez voir, vous allez avoir tendance à diminuer le jugement envers les autres. Si vous êtes mal des jugements que vous recevez, sachez que quand il y a beaucoup de jugements qui sont posés vers vous, et donc c'est certain que c'est très, très provoquant, surtout quand vous essayez à votre rythme, de votre mieux, d'évoluer dans un parcours pour exprimer de plus en plus le meilleur de vous-même. Le jugement d'un autre ou des autres vers vous, ce n'est pas un élément qui généralement va favoriser une véritable stimulation. Hein, quand vous dites la séparation, quand le partenaire transmet des jugements vers vous, ce n'est pas stimulant. Et si ce n'est pas stimulant, eh bien, c'est sûr que il y a des réactions quelquefois qui viennent, des réponses aux jugements qui viennent. Alors, ce qui est important lorsque vous avez des jugements qui viennent vers vous, c'est de réaliser que si l'autre a des jugements vers vous, c'est que lui a ses blessures, il a ses attentes qui n'ont pas de réponse. Ce n'est pas votre rôle de répondre aux attentes de l'autre. C'est intéressant de comprendre que si l'autre a des jugements vers vous, c'est qu'il a des attentes auxquelles il n'a pas les réponses qu'il souhaite. Alors, il a peut-être une vision de vous, il a peut-être vraiment vu que vous aviez à faire ceci, ou peut-être que vous avez changé et que vous avez déjà répondu à ses attentes et que vous ne répondez plus. Eh bien, les jugements viennent. Il faut bien comprendre que l'autre a ses difficultés, que les jugements qui sont orientés vers vous sont les expressions de ses difficultés à répondre à ses propres attentes. Or, ce qui est intéressant, c'est que si ça résonne en vous, les jugements que vous recevez, eh bien, ça peut éclairer des choses que vous-même avez envie de changer. Mais si ça ne résonne pas en vous, si par exemple les jugements que vous recevez, ça ne vous parle pas, mais sachez que ce qui vous apparaît comme des flèches démotivantes, qui vous éloignent, eh bien, ce sont les expressions de la blessure, ce sont ses propres douleurs que l'autre ne conçoit pas comme ça. C'est-à-dire, il projette des torts vers l'autre, et en fait, ce sont ses difficultés. Alors, ce qui est important, c'est de vous exprimer face à l'autre dans un processus que vous dites qui mène à la séparation. C'est important que vous puissiez dire, si vous êtes rendu compte que vous avez des jugements, que vous puissiez réitérer, pas réitérer, mais
dire à l'autre, tiens, je suis désolé, je me rends compte que ce sont mes attentes que j'ai projetées vers toi. Et si ce sont des jugements que vous recevez, que vous dites à l'autre, quelles sont vos attentes? Que vous rameniez par des questionnements, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos insatisfactions? Que, au-delà des jugements, l'autre puisse s'exprimer. Quelquefois, quand quelqu'un lance des jugements, lance à l'autre des torts, c'est une façon qui est assez fréquente d'exprimer quelque chose qui ne va pas. Donc, inviter l'autre à s'exprimer, parce que s'il n'y a pas d'autres formes de communication, effectivement, ça blesse à un moment donné et ça fait en sorte que les schémas s'écartent. Donc, inviter l'autre vraiment à exprimer qu'est-ce qui l'insatisfait de telle sorte qu'il puisse voir si ça provient de lui ou si vraiment vous n'êtes pas la personne qui peut répondre à ces choix. Ce n'est pas votre rôle de répondre à ces choix, mais quelquefois c'est naturel. Alors, voilà, il vaut mieux passer par la communication que de se blesser continuellement. Merci de la question. Marie, le bruit court que l'argent, pension, assurance vie, épargne ne vaudront plus rien, qu'il y aura mainmise de la part de nos gouvernements sur nos comptes et avoirs. Est-ce vrai? Eh bien, déjà, Marie, comme c'est pas moi qui a dit ça, je ne sais pas de qui ça vient, je peux pas poser une évaluation là-dessus. Est-ce que l'argent va disparaître? Eh bien, si l'argent disparaît pour vous, elle disparaît pour tout le monde. Si l'argent disparaît pour tout le monde, on sait que le système monétaire, financier, mondial est malade. Alors, au départ, il y a eu un système basé sur la notion de monnaie d'échange, comme les systèmes parallèles qui se font avec des points, peu importe la chose. C'est-à-dire, on fait une monnaie d'échange. Vous créez des pommes et l'autre crée des voyages. Donc, combien de pommes vous allez lui donner pour des voyages? Eh bien, la personne ne veut pas avoir 100 000 pommes. Donc, vous créez des points, vous créez une monnaie d'échange. Au départ, le système financier s'est créé là-dessus et il s'est aussi progressivement installé sur une valeur commune qui est l'or. Mais aujourd'hui, on sait que le système financier, bien qu'on parle encore des réserves d'or, eh bien, la valeur financière d'un pays ne s'appuie plus sur ces réserves d'or. C'est-à-dire qu'on produit de l'argent, et c'est virtuel, ça n'a plus de fondement. Et c'est soutenu artificiellement. C'est soutenu artificiellement beaucoup par la Chine, qui est économiquement extrêmement forte. Et donc, même les États-Unis sont soutenus, la monnaie américaine est soutenue. Donc, globalement, le système financier est soutenu artificiellement. Ces bases, celles qu'ils étaient au départ, n'existent plus. Donc, c'est un système virtuel qui a tendance à être de plus en plus virtuel, c'est-à-dire que ce que je peux vous dire qu'il va y avoir, c'est que l'argent va disparaître au profit de l'argent virtuel, comme ça s'en vient, vous le savez, c'est des cartes. De plus en plus, ça va être des cartes, il y aura plus de monnaie. Bon, évidemment, dans certains pays, on sait que la population est vieillissante, donc la population qui ne travaille pas, qui ne travaille plus, devient de plus en plus importante et plus importante que celle qui travaille. Donc, auparavant, il y avait plus de monde qui travaillait et donc où il y a des déductions à la source pour les pensions de ceux qui travaillent pas. Mais de plus en plus, le nombre de personnes qui travaillent se réduit et le nombre de personnes qui travaillent pas, donc il y a un vieillissement de la population. Donc, on peut voir dans certains pays que il va y avoir éventuellement des difficultés à payer des pensions. Donc ça fait partie des choses économiques. On n'est plus dans la spiritualité. Il y a d'autres pays, par exemple, comme en Asie, il y a plus de jeunes que de gens plus âgés, donc il n'y a pas nécessairement ces soucis-là. Donc c'est sûr qu'il y a des soucis au niveau du système financier qui ne tient plus la route. Alors évidemment, éventuellement, ça va devoir changer. Une chose est sûre, c'est qu'on s'en va vers un système numérique, virtuel, où il y aura plus d'argent physique. Donc il va y avoir aussi un contrôle énorme, facile par les gouvernements de ce que vous faites avec de l'argent que vous recevez, que vous dépensez. Donc, on s'en va vers ça.
vous demandez que conseillez-vous, Pierre, dépenser ou acheter. Ce que je vous conseille, c'est si vous avez de l'argent comptant d'ici, je pense, 7 à 8 ans, je pense que l'argent comptant, la monnaie ne pourra plus être utilisée, donc on a à l'utiliser. Ce que je peux suggérer, c'est que ce qui est important pour un être humain, c'est qu'il puisse se déployer en fonction de qui il est. Alors, moi, par exemple, ce que je fais, je transmets. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai un ordinateur, tu vois, j'ai des systèmes d'éclairage, j'ai des systèmes de micro. Ça, pour moi, je vais utiliser des fonds pour ça parce que ça m'aide de me déployer. Éventuellement, je vais en salle, donc j'ai besoin d'une automobile. Un peintre a besoin de sa peinture, ses chevalets, donc un cuisinier a besoin de d'autres outils. Ce qui est important, d'abord, c'est de utiliser ces avoirs pour avoir les outils dont on a besoin pour se déployer. Et puis, ce qui est important aussi, si vous voulez utiliser vos sous, c'est au niveau de la terre, donc un terrain, une demeure, qui demeure vraiment aussi des biens réels et qui peuvent vous permettre de vivre. Donc, vous vivez sur une terre, vous vivez dans une demeure, vous avez vos outils pour œuvrer, pour travailler. Ceci étant dit, c'est la terre entière qui est concernée dans ça et non pas juste un groupe de gens. Donc, voilà. Je peux pas vous dire d'économiser ou de dépenser parce que ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui ont avantage à économiser un petit peu, d'autres un peu plus, et d'autres qui ont avantage à utiliser aussi pour aider, donc faire en sorte que on puisse aider aussi ses enfants, ses amis, etc. Voilà. L'argent ne va pas s'arrêter demain, mais c'est une possibilité que tout tombe, mais surtout si la guerre continue, etc. Alors actuellement, vraiment, l'économie mondiale est pas ce qu'elle était il y a 50 ans, c'est sûr. Voilà. Mais ça, vous pouvez parler à des économistes aussi. Au niveau spirituel, je peux vous dire que c'est le système financier actuel n'aide pas l'équilibre et l'évolution de notre monde. Elena nous dit comment se libérer d'une dépendance au sucre. Alors ça, c'est aussi intéressant. On peut le voir au sucre ou à d'autres éléments. Certains ont une dépendance au sucre, d'autres à la cigarette, d'autres au vin, d'autres à ceci ou à cela. Eh bien, une dépendance, donc c'est une forme de compensation. Vous allez compenser quelque chose que vous ne vivez pas. Ça veut dire qu'il y a une insatisfaction, il y a un manque de satisfaction plus profond qui est compensé par quelque chose de plus superficiel, mais qui devient très important. Donc, on commence par ne pas se juger. Ça, c'est très important. Si vous avez une dépendance au sucre, c'est que ça vient compenser quelque chose d'autre et il ne s'agit pas de se mettre en déséquilibre. Alors, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas une dépendance pourrait être très agressif, très violent, etc. Et une autre personne pourrait choisir de se suicider parce qu'elle n'est pas satisfaite. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de jugement sur les dépendances, mais on peut s'apercevoir, par exemple, qu'une dépendance entraîne des difficultés. Éventuellement, vous avez des difficultés au niveau, par exemple, du pancréas, au niveau de votre système digestif, au niveau de différents organes et au niveau de votre poids, etc., par exemple. Alors, toute forme de compensation, au départ, vient remplacer un besoin plus profond, une recherche de satisfaction profonde avec des éléments superficiels. Donc, ça prend, on pourrait dire comme ça dans l'équation, ça prend beaucoup de sucre pour remplacer une reconnaissance profonde dans votre vie professionnelle. Par exemple, un individu, je dis pas ça que c'est comme ça chez vous, Christina, pas Christina, mais c'est qui me dit ça là? C'est Eliana. Alors, je dis pas que c'est vous, je prends un exemple. Alors, imaginons quelqu'un qui tente de se déployer au meilleur de lui-même, il n'a aucune reconnaissance, et au contraire, il continuellement se fait juger continuellement, puis on lui reflète toujours qu'il est bon à rien. Eh bien, la personne
besoin de reconnaissance, c'est important, besoin de se reconnaître. Mais imaginons que la personne n'a pas été guidée à se reconnaître elle-même. Ça veut dire qu'elle attend de la reconnaissance de l'extérieur. Et si elle l'a pas, eh bien, c'est énorme, parce que la non-reconnaissance peut entraîner tout un ensemble de déséquilibres. Donc, il se peut que ça crée un vide en elle. Et ce vide-là, elle peut le compenser par du sucre ou par d'autres aliments. Quelquefois, une personne va manger beaucoup, trop, ou par de l'alcool, ou etc. Donc, au départ, la compensation vient créer une illusion d'équilibre. Mais sur une longue période, tout d'un coup, la personne ne sait plus ce qu'elle compense, d'une part, et la compensation entraîne des déséquilibres importants, tant au niveau psychique, énergétique, que physique. Donc là, c'est ce qui est important d'abord, et tout ce long préambule pour vous dire, ce qui est important, c'est d'aller voir qu'est-ce que vous compensez par le sucre. Alors, ça peut être, par exemple, vous compensez la présence affective. Alors, une personne qui est seule et qui n'a pas envie d'être seule, ça peut compenser, par exemple, un environnement qui est violent, un environnement violent que la personne supporte, mais elle va compenser, elle a besoin de douceur, elle va compenser ça, besoin de douceur dans des sucreries. Elle peut aussi compenser la non-reconnaissance. Donc, elle se reconnaît. Le sucre lui donne un plaisir. Une personne qui n'a pas suffisamment de joie dans la vie, eh bien, elle va chercher des plaisirs. La joie, c'est quelque chose de plus profond. Et si la personne n'a pas de joie ou n'a pas assez de joie, elle peut aller chercher des plaisirs. Et ce qui lui donne du plaisir, bon, pour vous, c'est peut-être le sucre. Pour une autre personne, ça peut être le jeu au casino, lui donne du plaisir. En fait, donc, quelqu'un peut aller chercher son plaisir ailleurs. Vous comprenez? D'abord, allez voir qu'est-ce que vous compensez. Ça, c'est important. Sans jugement de vous, qu'est-ce que vous compensez? N'oubliez pas que si vous coupez le sucre et vous savez pas ce que vous compensez, consciemment ou inconsciemment, vous allez tenter de remplacer le sucre par d'autres choses. Ça, c'est important de le reconnaître. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quelqu'un arrête de fumer, mais ne sait pas que sa fumée, c'est une habitude, bien sûr, le corps en demande, mais il y a aussi une compensation. Alors, s'il arrête de fumer, souvent, ça va être dans la nourriture qu'il va compenser par la suite. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est pire que l'autre? L'idée, c'est de, à partir du moment où vous voyez qu'est-ce que vous compensez, vous dites, là, je vais essayer de répondre aux besoins de fond, à la recherche de satisfaction. D'ici là, par exemple, vous vous rendez compte que vous manquez de joie et que le sucre vous apporte du plaisir, donc vient compenser le manque de joie. Alors vous allez dire, je vais maintenant me mettre à la recherche de véritables éléments qui apportent de la joie. D'ici là, vous pouvez choisir de compenser par un élément qui est moins destructeur. Alors, vous n'avez pas de joie, vous pouvez dire, tiens, plutôt que du sucre, maintenant, chaque fois que je vais avoir envie du sucre, je vais appeler une amie. Donc, ce sera une compensation, vous allez le dire à vos amis, ce sera une compensation, mais qui peut se tourner vers quelque chose d'extrêmement joyeux ou qui peut être temporaire, mais moins déséquilibrante que le sucre. Donc, ça peut être, par exemple, une lecture ou ça peut être l'écoute de musique, une intériorisation. Alors, en choisissant une compensation, vous allez peut-être vous apercevoir que ce n'est pas une compensation, mais une véritable source de joie, ou bien une compensation moins déséquilibrante. Et puis, parallèlement, vous allez aller rechercher les vraies sources de satisfaction. Si une personne manque de reconnaissance, elle va avoir à œuvrer pour apprendre à se reconnaître profondément pendant qu'elle a une source de compensation à sa non-reconnaissance qui est moins destructrice. Alors, vous allez identifier qu'est-ce que vous compensez. 2, vous allez essayer de troquer le sucre par un élément qui est moins destructeur. Et simultanément, donc 3, vous allez aller tenter de répondre à ce que vous recherchez réellement. Voilà. Plutôt que d'être seulement en surface, de dire, tiens, je
je vais éliminer le sucre, je vais tenter de l'éliminer. Ça dure 1 mois, 2 mois, après ça on revient, il y a de la culpabilité, etc. On va n'importe où. On va dans une véritable voie compréhensive et qui est aussi bienveillante envers vous-même. Voilà ce que je vous propose. Christina, comment me libérer des jugements qui conduisent... Ah, ça, j'ai répondu à ça. Hein? Claudine, elle nous dit, comment soutenir les paix pour soutenir le moral contre les peurs que véhicule radio-télé. Merci. Oui, c'est sûr que aujourd'hui, il y a vraiment une grande utilisation de la peur. Souvent, des dirigeants utilisent la peur pour amener le peuple dans une direction particulière. Les médias utilisent aussi la peur pour entraîner soit dans la même direction du gouvernement ou entraîner dans une autre direction. On sait que les gens n'aiment pas avoir peur, que la peur est vraiment destructrice et que c'est une façon de contrôler les gens. C'est pas d'hier qu'on utilise ça. Rappelez-vous, même à l'époque de la guerre de l'Irak, certains s'en souviendront, comment le président des États-Unis, qui était durant l'élection, il a utilisé vraiment la peur. Je vais vous protéger. Et donc, il a utilisé vraiment la peur pour être élu. Donc, ce qui est important, c'est de transcender cela. Marina, les chiffres 11, 11 et 22, 22 qui reviennent constamment, que signifient-ils selon vous? Eh bien, là, vous pourriez consulter en numérologie ou en astrologie numérique, c'est intéressant. Par exemple, le 11 est vraiment associé à, vous savez, c'est 4-1, donc le 1, c'est vraiment l'action, par exemple, qui est important, et le 11, c'est tout ce qui est ouverture, marginale, inspiration, peut-être vision plus claire, on voit au-delà des apparences, on est plus marginal. Alors, donc on pourrait dire que le 11 avec le 1, c'est aller de l'avant, mais dans des éléments qui vous sont inspirés et qui suivent pas nécessairement la norme. Alors, on pourrait dire quelque chose comme ça. Le 2, le 2, c'est une forme, c'est associé à ce qui est concret. Le 2, c'est la matière, c'est aussi la sécurité. Et le 22, c'est quand même une grande ouverture. Bon, je vais pas faire de numérologie là, mais je fais juste une petite tentative. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de dire que ces chiffres, tout de même, sont importants quand des chiffres nous reviennent continuellement à les vérifier, leur importance. Alors, 22, c'est 4. 4 aussi, 4 nous parle de l'aspect social et relationnel. Alors, le 2 nous parle de nos dualités, de nos duos, de nos dualités, de l'importance de se sentir en sécurité en tant qu'être humain. Et la sécurité en tant qu'humain, c'est aussi les relations avec les êtres humains. Donc, voilà, un début d'orientation. Martine Vidal nous dit « Je suis la maman d'une ado de 13 ans. Quelle est la meilleure approche quand elle est découragée par la guerre et le réchauffement collectif? » Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure approche, là, mais une des approches à 13 ans, donc elle est très sensibilisée. Elle est découragée, vous dites. Et vous voyez, moi, je le vois, je comprends son découragement. Je comprends la difficulté pour vous. Mais je le vois aussi sous un autre sens. Je me dis, tiens, c'est une ado qui est sensibilisée. Et c'est dans ce sens-là c'est ce sens-là que je vais utiliser pour l'accompagner, par exemple, pour la guider. Je me dis, tiens, c'est une ado sensibilisée. Il y a des ados à 13 ans qui s'en foutent, sont pas sensibilisés à ça. Donc, c'est fascinant. Donc, elle a une ouverture, elle est vibrante, elle est sensitive. Alors, ce qui est important, c'est de lui expliquer, il y a la guerre dans le monde, c'est depuis des millénaires, les hommes se battent, les âmes se battent parce que ils ont besoin de montrer leur puissance, ils ont besoin d'acquérir de la puissance par des territoires, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est dépassé. Regarde autour de toi, les êtres humains n'en veulent plus. Ça, c'est une poignée d'êtres et les êtres humains n'en veulent plus. Regarde, par exemple, l'autre jour, à Berlin, il y a eu 100 000 personnes qui se sont réunies dehors pour
pour chanter et dire que vous n'avez plus la guerre. Regarde partout les gens qui s'unissent et qui ils font toutes sortes de choses, des artistes qui se sont unis. Donc, en fait, d'une part, il y a la guerre qui appartient vraiment au passé et qui appartient vraiment à une vision de l'être humain qui est apeurée. Ce sont des êtres qui ont peur, ce sont des êtres humains qui ont besoin de pouvoir. Ça n'appartient pas à notre futur. On a, en tant qu'humanité, à dépasser ça. Et regarde comment c'est encourageant, le nombre de personnes qui ne veulent pas ça. C'est important de le dire. Maintenant, la peur, ça ne nous aide pas à faire des gestes, des actes pour le dire. Par exemple, quel projet, toi, tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire avec tes amis? Alors, peut-être, je sais pas, êtes-vous des artistes? Vous pourrez écrire une chanson, chanter, écrire des poèmes, envoyer des lettres à Poutine, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Donc, ce que je tenterais, c'est d'amener une perspective globale qui est vraie, et puis de l'amener vers quelque chose qui est important pour les ados, leur faire confiance dans leur créativité pour faire quelque chose. Alors, la même chose pour le réchauffement climatique. C'est-à-dire, il y a un réchauffement, c'est un élément qui est vrai, il y a des éléments qui dépendent des hommes. Donc, ce qui dépend des hommes, on a des choses à faire attention. Donc, comment on peut se sensibiliser? À quels éléments on a à faire attention donc, dans notre monde? Alors, c'est intéressant. Et donc, puis après ça, je l'amènerais dans qu'est-ce que tu pourrais faire avec tes amis, qu'est-ce que tu pourrais initier, qu'est-ce que vous pourriez faire pour sensibiliser à votre façon. Donc, l'impliquer. Voilà. Et pour qu'elle sente, non pas qu'elle est, ça fait pas de sens qu'elle soit découragée. Donc, c'est de dire, ah, mais t'es sensible, t'es sensitive, et tu touches des éléments vrais. Maintenant, la peur et le découragement vont pas aider à changer les choses. Ce qui est important, c'est qu'on change les choses. Et toi, à ta façon, par exemple, comment on pourrait, et là, vous pouvez l'aider, non pas à trouver pour elle, mais à donner des exemples, puis à la stimuler. Voilà ce que je vous propose. Stimuler les adolescents qui ont tellement d'imagination quand ils veulent. Ophélie, depuis un moment, je me prends la tête, je me sens omnibulé par un homme, cela me trouble et me fait mal. Comment puis-je me recentrer? Alors, oui, c'est clair ce que vous dites, et en même temps, vous me prenez la tête, vous êtes omnibulé, donc vous êtes attiré ou vous êtes dérangé, ennuyé par cet homme. C'est intéressant de voir la nuance. Si vous êtes attiré par cela, puis ça vous ennuie, alors, il faut voir en vous, qu'est-ce qui est attiré? Comment puis-je me recentrer? D'abord, pour vous recentrer, je vous invite vraiment à 3 aspects. D'abord, il y a tout l'aspect, évidemment, je vais vous en parler de la méditation, les intériorisations, la méditation, mais les intériorisations, les visualisations, les détentes. Ça, c'est important. L'autre aspect, c'est le rapport à la nature. Le rapport à la nature ressente, stimule, énergise. Donc, je ne sais pas dans quel pays vous vivez. C'est vrai que même au Québec, dans l'hiver, on peut mettre des raquettes et aller se balader dans la forêt, faire du ski, faire du patin, etc. Le printemps s'en vient. Allez marcher dans la nature, connectez-vous aux arbres, prenez-les dans vos bras, non pas juste pour demander, mais pour offrir aussi. Ça, c'est important. Quand vous êtes dans un type ou un autre de difficulté, là, Ophélie nous parle de sa difficulté, quelquefois d'autres ont d'autres difficultés, on a tendance beaucoup à demander, ce qui est humain, il n'y a pas de souci. Et un des éléments, c'est aussi d'offrir. Je me suis rendu compte que quand, tout à coup, la personne est dans une situation où elle vit des difficultés, mais elle peut aider, eh bien, ça l'aide à transcender ces difficultés. Alors, vous pouvez aussi offrir aux arbres, vous les prenez dans vos bras, vous leur offrez votre amour, vous marchez dans la forêt, vous émanez vers les oiseaux, vous créez un contact. Alors ça, c'est important. La nature. Un autre élément, c'est tout ce qui représente l'harmonie en vous et le contact. Donc, par exemple, le contact avec vous-même, je l'ai déjà dit par les intériorisations. Ça, c'est pour vous contacter vous. Parce que là, vous êtes omnibulé par un homme et l'idée, c'est de vous contacter pour que le contact avec vous-même soit vraiment central et qu'après ça, vous fassiez des choix
relationnel et non pas d'être omnibulé. Alors, ensuite, ça peut être par la danse ou le chant ou une création, donc un mouvement créateur. Alors, ça peut être dans la peinture, le dessin, la danse, le chant, les mouvements. Ça n'a pas besoin de faire ça de façon organisée, d'aller danser dans une salle avec un type de danse, mais vraiment danser la vie, même dans votre salon, aller dans une expression de vous-même. Ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est les 3 grandes voies pour connecter avec vous de façon à pouvoir faire en sorte que, par la suite, vous choisissiez vos relations subtiles ou réelles. À ça, je peux vous ajouter un autre élément. C'est important que ça ne soit pas une fuite, par exemple. Là, il y a un danger. L'autre élément, c'est justement dans l'aide, aller aider des enfants, aller aider des gens âgés. Le bémol que je dis, c'est extraordinaire aller aider des gens. Maintenant, si ça devient une fuite, ça soulage pas. Ça peut vous amener à occulter quelque chose. Alors, si vous le faites, faites-le pas dans le sens de fuite. Faites-le dans le sens de centrer votre vie sur autre chose. Voilà. Des éléments. Des pistes. Alors, Véronique nous dit comment gérer ma colère rentrée et ma déception par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi de voir que mes proches ne réagissent pas à ce qui se passe. Alors, Véronique, comment gérer ma colère, ma déception? Eh bien, ce que je fais en début, là, qui s'appelle Unis pour l'humanité, c'est une façon que je propose aux gens, c'est la façon dont je propose aux gens pour justement dépasser sa colère et son découragement par l'utilisation de son véritable pouvoir. C'est-à-dire que la colère, le découragement, souvent prennent place et s'enfoncent lorsque la personne se sent impuissante. Alors, si par exemple vous aviez la possibilité, si Poutine était votre frère, vous pourriez lui parler. Alors, et donc, tenter de faire changer son orientation. Mais là, il y a comme une question d'impuissance. Alors, la colère devient tout à coup exacerbée, elle vous ronge elle-même et le découragement. L'idée, c'est d'utiliser vraiment votre puissance. Et votre puissance dans des situations comme ça, c'est l'amour, la conscience, la lumière. Et beaucoup de gens ont l'impression que c'est fleur bleue. Écoutez, l'émanation d'un être humain, c'est vraiment extrêmement fort. Vous le savez, vous allez dans un endroit, vous vous sentez bien, vous vous sentez mal sans que ça se passe de la même façon. Vous rentrez dans une maison, vous vous sentez mal, vous rentrez dans une autre maison, vous vous sentez bien. C'est une question de vibration, c'est une question d'émanation. Dans une maison où il y a eu de la violence, eh bien, vous pouvez avoir des sensations de malaise. Pourquoi? Parce que les vibrations qui sont émises, c'est des vibrations de violence, de peur, de détresse. Donc, vous vous sentez mal. Alors que dans une autre maison, c'est l'harmonie, la joie, l'amour, et vous sentez bien. Je vous dis ça pour que vous réalisiez jusqu'à quel point ce qu'on émane est important et donc on a un véritable pouvoir de changer des choses. Alors, utilisez vos facultés, utilisez vos pouvoirs, ça vous permet de transcender la colère. Donc, il y a aussi, on peut faire des choses concrètes. Par exemple, vous pouvez vous unir à des gens pour collecter des biens, des vivres que vous envoyez dans les pays en difficulté. C'est un aspect matériel concret aussi pour ceux qui veulent aussi aider. Et donc, sentir qu'ils peuvent faire partie de la solution et non pas simplement être impuissants. C'est important. D'autre part, j'explique souvent que la colère, la peur, le découragement, non seulement ne vous servent pas parce que ça agit autant au niveau énergétique, ça baisse votre fréquence. Au niveau psychique, c'est pas agréable, ça vous met dans des états pas agréables. Et physiquement, eh bien, ça dégage vraiment des toxines et ça affecte des organes. Donc, ça peut vous rendre malade avec ces histoires-là. Donc, c'est pas sain. D'autre part, la colère ne va en aucun temps favoriser le changement de ce qui vous ennuie. Quel que soit le niveau de votre colère contre la guerre ou contre ceux qui font la guerre ou contre le président qui initie la guerre, eh bien, non seulement ça va jamais l'arrêter, mais en plus, les projections de vibrations de guerre, de haine, de colère vont nourrir des égrégores
qui vont surtout générer encore plus de guerre. Donc, je dis à tout le monde, pas juste à vous, je dis à tout le monde, il faut sortir de la colère parce que la colère ne fait que nourrir la guerre. Ça, c'est très important et en fait vous rendre en déséquilibre énergétique, psychique et physique. Donc là, pourtant, c'est normal que tout à coup, il y ait une sensation de colère lorsqu'il y a de l'impuissance. Il faut savoir que la colère, c'est une forte énergie et cette forte énergie, c'est aussi l'énergie de vie. Pourquoi? Parce que dans la vie, on a envie de créer, on a envie de s'unir. Alors, si tout à coup il y a la guerre détruit et divise. Ça va à l'opposé de la vie, ça va à l'opposé de l'énergie de vie. Donc, c'est ça qui fait que des personnes sont mal. Donc, cette puissante énergie, on a la canaliser, l'utiliser pour autre chose. Vous voulez pas utiliser votre colère pour détruire, ni pour diviser. Vous voulez pas vous détruire non plus votre corps. Si vous ne la canalisez pas, cette énergie, c'est vous que vous détruisez, c'est vous vous séparez d'avec vous-même. Vous voyez, c'est important ce que je vous dis là. L'énergie de la colère peut entraîner une forme de guerre, de conflit, intérieur ou extérieur, créer de la division et de la destruction. Ce que vous voulez, c'est de l'union et de la création. Donc, vous avez à prendre cette force et l'utiliser pour créer. Donc, vous pouvez créer à votre façon, dans le milieu que vous voulez, et créer aussi avec de l'énergie. Et ce qu'on fait quand on émane de la lumière d'amour, on crée des égrégores de lumière, des égrégores d'amour. On crée des champs d'amour. On crée avec ça. Voilà. Ben, je réponds pas à Véronique parce que c'est vraiment beaucoup de gens qui vivent ça. Et c'est normal, il faut pas s'en culpabiliser, évidemment. Il faut juste saisir d'où ça vient tout cela et qu'est-ce que ça crée. Parce que généralement, ça nous a pas expliqué. Tout ce qu'on sent, c'est de la colère et on est pris avec cette colère-là. Et à un moment donné, ça peut générer de l'impatience et ça sort au mauvais endroit. Ça sort, je sais pas, moi, il y a un enfant qui réverse quelque chose et il y a une colère qui sort alors que vous voulez pas ça, il n'a pas fait exprès, c'est un enfant qui échappe son verre de lait, c'est tout. Mais quelquefois, ça envahit l'être et ça l'entraîne dans des comportements qu'il ne choisit pas du tout. Donc, on doit canaliser cette énergie-là et ça se canalise par la création, donc énergie de vie créatrice. Maria, est-ce qu'il y a une question parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation? Bon, je vous remercie de votre commentaire, Maria. Lynn, dans cette vie, est-ce que l'ascension est accessible et réaliste pour une personne ordinaire avec de bonnes intentions, sans être parfaite sur cette terre, qui fait de la méditation 2 fois par jour et qui fait le processus d'équilibre? Eh bien, Lynn, quant à moi, l'ascension est accessible à tout être humain. Et un être humain peut être à côté de lui-même pendant 60 ans et tout à coup vivre des expériences qui font en sorte qu'il entre dans un chemin, qu'il se reconnaît et qu'il vit de plus en plus d'ouverture. Alors, un être humain évolue continuellement. Il y a des moments où son évolution, son rapport à lui, à la vie, c'est-à-dire son évolution en termes de, il est de plus en plus harmonieux, de plus en plus équilibré, de plus en plus amoureux, de plus en plus conscient. Eh bien, ça, c'est le processus de plus en plus en paix, de plus en plus dans la joie, Alors, ça, c'est l'évolution. Voyez-vous, les termes, je les répète, en termes de paix, de joie, d'amour, d'unité, d'harmonie, d'équilibre, de conscience. Alors, c'est par moment une sensation, la sensation qui fait un grand bond. Il est de beaucoup plus qu'avant. Et quelquefois, il a l'impression qu'il régresse. Et j'ai expliqué au début que dans un passage, un épisode dans lequel il a l'impression qu'il régresse, il vit des expériences, quelquefois intenses, qui lui donnent ces impressions. Mais c'est souvent ces expériences qui font en sorte qu'à la suite de ces expériences, il a l'impression de faire un bond évolutif. Donc, en fait, on est toujours en évolution. Maintenant, c'est vrai que par moment, il y a des ouvertures de cœur, ouvertures de conscience plus grandes, qui ont été générées par des expériences, quelquefois joyeuses, quelquefois plus difficiles, qui font faire des bonds évolutifs. Alors, quant à moi, tout être humain a cette possibilité-là. Maintenant, en fonction de ce qu'il choisit. Choisir, oui, de méditer, c'est important, équilibre énergétique, c'est important,
c'est important aussi, vraiment, de faire en sorte que on fait des choix réels et non pas que on est comme, vous savez, je veux dire, une embarcation là, un radeau sur la rivière qui s'en va dans différents sens versus une embarcation où on pagaie. On n'est pas obligé de pagayer tout le temps à la course, mais pagayer de telle sorte que on choisit une direction. On œuvre, on choisit une direction, on évolue. Alors, de plus en plus tolérant, de plus en plus accueillant, de plus en plus amoureux. On a une vraie évolution et on a la possibilité éventuellement d'atteindre une maîtrise pour ascensionner. Bien sûr, il y a différents niveaux de maîtrise et on les atteint. Et ce que les maîtres m'ont appris, c'est que quand un individu atteint un niveau de maîtrise, il ne se dit pas maître. Il ne se dit pas. À partir du moment où quelqu'un atteint quelque chose et qu'il se dit maître, c'est qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Alors, il y a des étapes d'évolution tout au long de notre parcours et tout à coup, il y a une étape où l'être a maîtrisé son œuvre, et puis après, il va maîtriser l'amour, la compassion. Après, il va maîtriser, il va devenir un être conscient, il va devenir un être réalisé, et puis il va ascensionner. Et tout cela, en fait, nous paraît grandiose, mais en fait, à chaque étape, l'être devient de plus en plus humble et simple. Voilà. Alors, allez dans votre voie et toujours en tentant d'être vous-même, au meilleur de vous, dans la beauté, la simplicité, l'amour, la paix, et vous êtes en évolution. Nadia, mon cœur s'ouvre de plus en plus, chakra du cœur expansion, avec le processus énergétique. Je ressens un point au cœur physique. Est-ce l'ouverture ou la hauteur fréquence? Une guérison, car il n'y a aucun symptôme de maladie cardiaque. Alors, vous sentez que votre cœur s'ouvre de plus en plus et par moments, je comprends que vous avez un point au cœur physique. Alors, un point, donc une douleur, j'entends, une douleur au cœur physique. Le cœur physique ne correspond pas au cœur énergétique. Le cœur énergétique est au centre de la poitrine, alors que le cœur physique, un petit peu centre-gauche, c'est différent. Donc, s'il y a un point et que vous avez tout vérifié, qu'il n'y a aucun symptôme de maladie cardiaque, de maladie vasculaire, etc., ben, il y a une raison à ce point-là. Ce que je vous suggère, c'est vraiment le dialogue avec les cellules pour aller contacter votre corps, pour aller contacter ce point, pour voir qu'est-ce qu'il a à vous transmettre, qu'est-ce que vous avez à saisir et surtout qu'est-ce que vous avez à transformer. Alors, un point au cœur physique qui est souvent qui peut être temporaire ou circonstanciel. Quand, par exemple, vous vivez, comme on l'a vécu tout à l'heure, des ouvertures pour émaner l'amour, il se peut que par moments, certains vont sentir, on dirait que la cage thoracique veut s'ouvrir, on dirait pour d'autres que le cœur énergétique veut sortir, et certains ont le cœur physique, parce que et ça n'a pas une si grande importance, parce que quand je parle du cœur, je parle toujours du cœur énergétique, mais un certain nombre de personnes l'entendent comme le cœur physique, et ça n'a aucune importance, parce que le cœur physique, quand même, bat chacun à sa fréquence propre, et ça nous fait vibrer. Donc, quelquefois, dans des expériences d'ouverture comme ça, à haute fréquence, ça fait en sorte que on peut avoir l'impression que c'est le cœur physique qui veut éclater. Donc, si c'est circonstanciel, dans ces épisodes-là, on parle de l'ouverture du cœur. Donc, on parle d'une intensité d'émanation d'amour et ce n'est que beau. Surtout si vous avez vérifié, c'est circonstanciel, il n'y a aucun problème au niveau cardiaque. Bon, ben écoute, c'est vraiment une question d'expansion et d'ouverture du cœur. Alors, est-ce que nous pourrions faire une chaîne d'amour retour? Eh bien, je l'ai fait au début et je propose qu'elle soit continue. Hein, vous savez, je l'ai fait durant la première demi-heure. J'ai fait une véritable chaîne parce que je propose toujours qu'on fasse des ancrages, une centration, une élévation de fréquence,
une augmentation de notre champ vibratoire, de telle sorte que lorsqu'on s'unit, eh bien, c'est une union à haute fréquence. C'est pas une union de gens qui sont dans la peur, la contraction ou la haine ou la colère. Et donc, après, quand j'ai terminé, je dis, mais essayez de vous maintenir dans cet état amoureux, dans cette connexion avec les autres. Et donc, je vous suggère bien sûr que la chaîne d'amour, ça continue maintenant. Si vous parlez d'une chaîne sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'initier si vous voulez, bien sûr. J'ai tout pour ça. Je veux pas moi le faire, je veux pas ça, je le fais autrement, je le fais par la voix, par les guidances. Hein. Chacun sa façon. Symphonie à Lydie. Ah, ok. C'est une réponse de Symphonie à Lydie, à une question de Lydie. Véronique dit, suite de ma question, ce qui m'inquiète est le contrôle des uns sur les autres. Alors là, j'ai pas le début de votre question. Qu'est-ce qu'elle disait, Véronique, avant? Je retourne en arrière. Là, vous me donnez la suite, mais j'ai plus le début. Alors, le contrôle des uns sur les autres. Eh bien, ce que je peux dire là-dessus, c'est que il y a le contrôle des uns sur les autres et il y a l'état dans lequel vous êtes qui fait en sorte que vous pouvez vous laisser contrôler ou ne pas vous laisser contrôler. Pour moi, il y a une nuance entre un contrôle extérieur, par exemple, lorsque dans un pays, on fait des règles qui font en sorte que vous pouvez plus faire ci ou vous devez faire ça. Pour moi, ça, c'est un contrôle extérieur. Ça ennuie beaucoup de gens et certainement qu'à un certain niveau, ça fait plus de sens. Surtout ce que je vois qui s'en vient, eh bien, ça devient pas intéressant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez être dans un état, dans des attitudes qui fait en sorte que vous n'êtes pas contrôlé de l'intérieur. Eh bien, du contrôle, encore une fois, le collectif, vous savez, pour moi, c'est l'expression du nombre dans l'individuel. C'est-à-dire que il arrive souvent que je constate et que les gens me témoignent de sensation d'être contrôlé ou de contrôler, d'être contrôlant dans des familles. Donc, dans des relations de couple, dans des relations familiales, il y a beaucoup de contrôle qui s'exerce parce qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de contrôle. Et finalement, on arrive dans une société où il y a beaucoup de contrôle aussi. Pour moi, il y a vraiment une relation entre l'individuel et le collectif. Le collectif, il ne se crée pas artificiellement. C'est pas juste de l'ombre de l'univers qui vient faire le collectif. Le collectif, c'est l'expression de ce qui se passe chez les individus. Donc, c'est important de se rendre compte que si on sent tout à coup qu'on est dans un processus de contrôle, de manipulation des autres, c'est qu'il y a quelque chose qu'on attend, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à se satisfaire. C'est intéressant de voir comment on peut arriver à une satisfaction profonde, non pas une satisfaction des éléments extérieurs, satisfaction profonde. Plus l'individu est satisfait, plus il est aimant de lui, plus il est satisfait de lui, de sa vie, de son évolution, de son mouvement créateur, de son mouvement unificateur, de sa façon d'être dans ses relations, et moins il sent un appel à manipuler ou contrôler les autres. Maintenant, plus cet individu est libre intérieurement, moins il sent de faiblesse face au contrôle des autres, aux tentatives de contrôle des autres. Alors, c'est une question vraiment d'aller plus profondément. Présence à soi, centration, réponse à qui vous êtes, faire en sorte que votre vie est de plus en plus le reflet de qui vous êtes, reconnaître qui on est, aimer qui on est, se déployer de plus en plus en paix avec soi, dans l'harmonie, l'équilibre, et faire en sorte que on développe une force qui fait en sorte que on est moins sujet au pouvoir des autres. Et là, évidemment, quand on voit un pays bombarder un autre pays, là, on n'est plus dans le changement d'état tout de suite là. Si les bombes me tombent sur la tête, eh bien, je veux dire, oui, il y a un contrôle extérieur qui se fait sur ma vie et qui vient pas de mon état, mais qui est au niveau collectif.
Alors, ce qui est important, Véronique, donc, quand vous me dites ce qui m'inquiète, l'important, c'est que vous puissiez œuvrer pour votre état d'équilibre, d'harmonie. Pour bien comprendre, je vais prendre l'exemple de la paix. Alors, si quelqu'un, par exemple, est très inquiet par rapport à la paix dans le monde, ben, ma réponse serait, fais en sorte d'être en paix avec toi-même d'abord. Puis, lorsque tu es en paix avec toi-même, tu continues en faisant en sorte que tes relations à toi sont en paix. Ce qui fait en sorte que tu vas être en paix et tu vas émaner la paix. Et parce que tu es en paix, tes émanations vont stimuler des gens, vont donner envie à des gens d'être en paix. Et tu vas œuvrer ainsi pour la paix. Quand je vois des gens œuvrer pour la paix dans le monde, mais qui sont en colère et qui sont en conflit avec eux-mêmes, je me dis, tiens, je veux leur parler, je veux les inviter à dissoudre le conflit avec eux-mêmes. Le conflit avec soi-même, il existe lorsque il y a un écart entre la vie que mène un individu et ce qu'il est fondamentalement. Et cet écart est provoqué généralement parce qu'il ne sait pas qui il est ou il ne sait pas comment être qui il est. Alors là, j'ai parlé de la paix parce que je pense que c'est un exemple qui parle de lui-même. Alors, pour le contrôle, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est que vous choisissiez de retrouver en vous un espace d'autonomie, un espace de liberté et que vous nourrissiez ça autour de vous. Evelyne dit, je remarque que bien souvent, je ressens plus d'émotion devant la souffrance animale que celle des humains et cela me fait culpabiliser. D'où cela provient-il et que faire pour me défaire de ce sentiment? Eh bien, oui, il y a plusieurs gens qui peuvent sentir ça. Ce qui est important déjà, je peux vous dire, Evelyne, comme je dis à tout le monde, culpabiliser ne vous sert pas. Parce que culpabiliser, ça fait en sorte qu'on a tendance à écarter notre regard du sujet. Vous n'êtes pas coupable, vous observez ce qui se passe. Vous êtes plus sensible à la souffrance animale. Et il y a plusieurs raisons. C'est peut-être parce que vous avez vu beaucoup de violence dans l'être humain et que vous voyez plus de violence chez les humains que de souffrance. Et d'une part, vous voyez beaucoup d'humains qui semblent ne pas être prêts à changer. Donc, vous êtes sensible à la souffrance animale. L'animal vous semble peut-être être plus victime, c'est-à-dire avoir moins un pouvoir de se transformer. Il n'a pas le niveau de conscience de l'être humain. Il a une conscience différente, collective. Donc, l'animal peut vous apparaître, même si vous ne faites pas un raisonnement dans ce sens-là, l'animal peut vous sembler plus victime, alors que vous voyez peut-être que l'être humain a des ressources pour se transformer, ce qui n'est pas le cas de tous les êtres humains. Il y a des êtres humains qui n'ont vraiment pas beaucoup de ressources, du moins extérieures. Donc, alors, je vous dis ça pour que vous sachiez qu'il y a des raisons et vous n'avez pas à quitter l'un pour l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez être sensible à la souffrance animale parce que l'animal est une forme de vie consciente, une forme de vie qui aide l'être humain énormément à différents niveaux. Toutes les formes d'animaux, toutes les espèces aident l'être humain sous un angle ou sous un autre. Alors, c'est sûr que c'est important. Et les animaux invitent l'être humain aussi à s'harmoniser à la nature, à s'harmoniser à eux, à s'harmoniser à eux-mêmes. Donc, vous savez, sensible pour vraiment contribuer à l'équilibre, à l'harmonie avec les animaux, c'est très important. Maintenant, certains êtres humains ont aussi subi des violences ou se sont écartés de l'être humain parce qu'ils sentent que l'être humain a beaucoup de méchanceté. Donc, l'idée, c'est de maintenir votre sensibilité à la souffrance animale et de choisir de développer une empathie progressivement pour les êtres humains que vous voyez souffrir. Par exemple, pour les enfants qui sont abandonnés, les enfants qui meurent de faim, etc. Et à partir des enfants, vous allez voir qu'autour d'eux, il y a des mamans, puis il y a des papas, puis il y a vraiment beaucoup d'êtres humains qui sont que du bon monde, que du bon monde. Alors, et puis, vous allez vous sensibiliser, vous allez dire, tiens, souvent les êtres humains sont
sont dans leur parcours et vivent, si on veut, les conséquences des charges collectives et pour développer aussi votre empathie pour la souffrance humaine. Marie-Christine, je vais prendre 2 autres questions, puis je vais m'arrêter. Je pense que ça va être le moment. Alors, Marie-Christine, bonjour. Je vis un schéma répétitif amoureux depuis longtemps. Les hommes que je rencontre me laissent tomber brutalement et presque systématiquement pour une autre femme. J'ai vécu différents abandons déjà dans mon enfance, dont un avec mon père, suivi d'une longue maladie. Par ailleurs, ma sœur aînée a toujours pris beaucoup de place avec domination violente, ce qui pourrait peut-être expliquer ce que je passe en second. D'autres raisons peut-être, comment cesser de schéma et reconstruire une belle relation. Alors, 2 éléments, Marie-Christine, que je peux vous suggérer, 2 pistes. La première, c'est vous avez un regard sur votre vie que vous nous décrivez là. Je sais que vous faites un effort pour le faire rapidement et vous le faites bien. Et votre vie avec les différents types d'abandon, c'est-à-dire que vous vivez actuellement de l'abandon et vous vous rendez compte que vous avez eu des abandons. Bon, le père est parti, la sœur qui passe devant vous, qui prend plus de place. C'est une forme d'abandon. Ça, en fait, c'est une forme de sensation d'être abandonné en partie, ce n'est pas en tout. Et ça peut après, si vous regardez tous les aspects de votre vie, eh bien, ça peut se produire à l'école où on pose moins d'attention sur vous. Ça peut se produire à l'école quand une très bonne amie vous quitte. Vous savez pas pourquoi, mais en fait, c'est parce que ses parents déménagent, mais vous l'avez vécu comme un abandon. Donc, ça veut dire que l'abandon, très souvent, n'est pas le fruit qu'on vous abandonne, mais vous vous sentez abandonné. Et le père quitte, c'est peut-être, et généralement pas à cause de vous, mais il quitte. Et une amie vous quitte, ou on porte attention à votre sœur. Eh bien, j'ai vu des familles où, par exemple, l'autre, la sœur, le frère, sont très malades, donc on a beaucoup d'attention sur eux. Et vous vous sentez abandonné. Ou bien le frère, la sœur vivent des choses extraordinaires, ils gagnent des prix et tout ça, ils ont beaucoup besoin de support des parents aussi, et vous vous sentez abandonné. Il y a des trucs comme ça. Et puis, voyez-vous, il y a différentes situations dans lesquelles vous vous sentez abandonné. Donc, l'important, c'est de vous dire, tiens, tout ça, ça existe dans ma vie, il y a un pattern, comme vous le dites, il y a quelque chose qui se reproduit. Vous pouvez vous dire, ça, c'est l'épisode de ma vie. Le fait de vous sentir abandonné a tendance à générer une attraction de situation d'abandon, non pas pour vous punir, mais tout simplement pour que vous changiez d'interprétation. Ça, c'est très important. Tant et aussi longtemps qu'une personne vit la même chose, eh bien, elle attire la situation. Comment je pourrais vous dire? Une personne qui se sent abandonnée va avoir tendance à attirer des situations où elle se sent abandonnée pour changer son interprétation des choses. Alors, ça, c'est un élément. Donc, vous pouvez vous dire, voilà, il y a un pattern qui se répète, le passé appartient au passé. J'ai vécu ça, ça s'est vécu, etc. Voilà. Je me suis senti abandonné. Il y avait des raisons. On ne m'a pas nécessairement abandonné moi, mais on a fait des choses qui ont fait que je me sens abandonné. Voilà. Maintenant, je choisis que ça, c'est du passé. Deuxièmement. Donc, le premier, c'était, voilà, on tire une ligne, ça, c'est le passé. Je ne veux plus interpréter cela. Deuxième chose, vous observez comment vous vous abandonnez. À quel niveau? Et là, ça peut être subtil. Comment vous vous abandonnez? Est-ce que votre vie est le reflet de vous-même? Est-ce que vous aviez des rêves que vous avez abandonnés? Est-ce des projets que vous n'osez pas faire, vous vous abandonnez? Des pistes que vous avez commencées, vous avez laissé tomber. Comme ça, pour des raisons, évidemment, il y a toujours des raisons. Alors, observez comment vous avez tendance à vous abandonner. Et vous allez comprendre aussi pourquoi l'extérieur crée une forme de miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est vrai pour les gens qui se sentent trahis, qui se sentent manipulés. Allez voir à l'intérieur de vous comment vous le faites. Voilà les pistes que je vous donne. Elles sont très, très importantes. Alors, une dernière question.
Véronique, j'ai prêté une grosse somme d'argent à une personne qui me refuse de le rembourser. J'ai déposé plainte pour escroquerie, une enquête est en cours et la personne a été auditionnée par la gendarmerie. Malgré tout, elle refuse toujours de me restituer mon argent. Comment puis-je résoudre ce problème vibratoirement? Eh bien, vibratoirement, ce qui est important, c'est de créer une intériorisation, une première, et faire des rêves éveillés. Des rêves éveillés, ça veut dire que vous ne faites pas toujours le même rêve chaque jour. Faites un rêve que vous créez un scénario. Par exemple, dans un premier scénario, vous voyez la personne qui se sent bien, qui se sent à l'aise dans sa vie, qui se sent heureuse et qui financièrement est équilibrée et qui vient vous remettre l'argent et vous êtes des bons amis, vous vous embrassez, etc. C'est fait. Dans un autre rêve, vous voyez la personne qui gagne une bonne somme d'argent pour un projet qu'elle a fait et qui donc vient vous remettre votre argent. Dans un autre rêve, peut-être qu'elle gagne une somme d'argent, elle gagne la loto peut-être. Dans un autre rêve, la personne a choisi d'emprunter de l'argent dans un environnement ou un nouveau travail. Donc vous faites différents rêves et dans chaque rêve, vous maintenez l'harmonie entre vous et l'autre personne. Vous pouvez même faire un rêve où vous voyez l'autre personne bien simplement, son image, sa silhouette, bien dans sa peau, heureuse dans sa vie. Et à chaque fois, il y a l'harmonie. Vous avez fait des démarches extérieures, maintenant, vibratoirement, faites en sorte tout ça, que cela se passe bien entre vous. Vous allez voir comme c'est intéressant. Alors, il y a encore plusieurs questions, comme à chacune de nos semaines, et à un moment donné, je dois m'arrêter, et je vais vous revenir la semaine prochaine à 18h30, donc à 18h lundi prochain, pour Unis pour l'humanité. Je vous invite à être là, même si c'est les questions qui vous intéressent. À 18h, on va s'unir pour émaner. On va émaner vraiment vers les êtres humains qui sont en déséquilibre. Tous les types de déséquilibre sur Terre, on va émaner pour le rééquilibre de la Terre à tout niveau. Et à 18h30, en Europe, et c'est 12h et 12h30 au Québec, ou dans l'Est de l'Amérique, et 18h, 18h30 en Europe, c'est Rendez-vous avec Pierre Lessard, où je continue à répondre à vos questions. Désolé encore une fois pour tous ceux et celles qui ont posé des questions et j'ai pas pu répondre. Je sais que je réponds longuement, et à la fois, vous me posez des questions qui sont importantes et auxquelles je ne vais pas répondre en quelques secondes, comme ça, ce serait pas respecté, et j'essaie de faire en sorte que ça puisse servir tout le monde. Donc, n'hésitez pas, revenez-nous la semaine prochaine et on continue. La rediffusion de Unis pour l'humanité et de Rendez-vous avec Pierre Lessard sera placée demain sur le site de symphonie.live. Donc, c'est notre site www.symphonie en français .life, L-I-F-E. Vous allez donc arriver sur la page d'accueil, vous allez dérouler, vous allez arriver à Unis pour l'humanité ou Rendez-vous avec Pierre Lessard, vous allez cliquer et vous allez avoir la rediffusion et toutes les rediffusions des semaines précédentes. Voilà, je remercie toute l'équipe qui est là en ligne, qu'il s'agisse de Joanne qui répond à vos questions, aux gens qui ont de la difficulté à se connecter, Isabelle bien sûr qui a eu cette idée que je sois là avec vous et qui génère tout un ensemble d'idées et qui œuvre au niveau des différents artisans qui vont se joindre bientôt à moi. Christine Falaise, qui est une accompagnante psychospirituelle qui peut vous aider. Donc, c'est la carrière, le métier. Donc, vous pouvez accéder à elle par Symphonie aussi. Si vous avez besoin d'un accompagnement, elle pourra le faire aussi. Et voilà. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Et à bientôt. Et jusqu'à la semaine prochaine, on se crée une chaîne d'amour. Pas une chaîne qui nous emprisonne, une chaîne dans laquelle on est libre, on est amoureux, on est lumineux, on fait de plus en plus, pas à pas, l'expression du meilleur de nous-mêmes. À bientôt.